Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe, le podcast 100% foot italien. Un petit antipasto après la débâcle de l'Italie sur la pelouse d'Oslo contre la Norvège, défaite 3-0. Une honte absolue, expriment les médias italiens juste après le coup de sifflet final de cette rencontre-là entre l'Italie et la Norvège. Un désastre, dit Tuttosport, une honte, dit la Gazzetta. Et c'est vrai que c'est le sentiment d'un peu tous, que ce soit la presse, évidemment, les supporters, et même les joueurs, parce que Gigio Donnarumma disait que c'était une défaite totalement inacceptable au micro de la RAI. C'est vraiment un match pathétique. 3 buts encaissés encore en première période après le match il y a quelques mois contre l'Allemagne. Sauf qu'en Allemagne, il y avait eu une réaction. Là, il n'y a eu absolument rien. On est sur une bonne vibe d'Euro 2024 avec une équipe totalement amorphe. Pour revenir un petit peu sur le déroulé de la semaine à Coverciano, il y a quand même quelque chose d'assez saisissant et que j'ai pas trop compris parce que on se souvient de la pression qu'avait mis Luciano Spalletti sur les joueurs avant cet Euro, et les joueurs avaient exprimé après l'Euro et l'élimination contre la Suisse en huitième de finale que ça avait été beaucoup trop lourd à porter, que l'ambiance était pesante, que l'ambiance était très très lourde et qu'il avait manqué un peu d'insouciance, qu'il avait manqué un peu de légèreté, aussi bien dans la vie de groupe que dans la façon d'aborder les matchs. Et bah là, on a refait exactement la même chose avec on doit absolument se qualifier, ne pas se qualifier serait dramatique. On doit montrer à tous les enfants italiens ce qu'est une équipe, une nationale et présente au mondial. Pour ceux qui n'ont pas vécu évidemment ceux de 2018 et 2022, en parlant d'un match déjà capital en Norvège. Et on a eu l'impression encore ce soir, et c'est vraiment les mêmes entames de match que lors de l'Euro 2024, des joueurs qui portent un poids terrible sur les épaules, l'impression qu'ils ont une tonne à accrocher dans un sac à dos, et qu'ils se traînent et qu'ils se traînent et qu'ils se traînent, ne provoquant aucun enthousiasme, aucune réaction, aucun dynamisme, très peu de mouvement. Quand vous voyez aussi les phases sans ballon où chacun sort au pressing de manière totalement désordonnée et sans aucune coordination. C'est pas possible, ce n'est pas ça qui est travaillé à l'entraînement pendant une semaine avant cette rencontre-là. On évoquera un petit peu plus tard les individualités, mais sur le plan collectif, ça a été dramatique. Tous les joueurs ont totalement plongé. Ce qui est dramatique aussi, même si c'est bien pour lui, c'est qu'un des rares qui peut se sauver sur ce match-là, c'est Coppola, qui était sur sa première sélection, qui lui a montré hargne et attention défensive, même si tout n'est pas parfait non plus. Mais quand vous voyez à côté un Bastoni qui est sans doute encore marqué par la finale de la Ligue des Champions, mais entre le premier but, il est totalement offert par Bastoni, entre l'espèce de passe verticale qui est pas ratée d'un mètre, qui est ratée de 10 mètres, qui offre une transition à la Norvège, et ensuite lui, plutôt que de suivre l'appel de Sorloth, lève le bras à la Baresi, sauf que maintenant il y a un truc qui s'appelle le hors-jeu automatique et la VAR, donc tu ne peux plus prendre les gens comme ça, et plutôt que de suivre l'appel en profondeur de Sorloth, lui s'arrête un petit peu, coupe sa course, coupe le suivi du Norvégien et lève le bras pour réclamer le hors-jeu. Ça, c'est des choses en termes de personnalité, de caractère qui ne vont plus du tout. Tu peux pas te permettre de jouer comme ça, et même des leaders comme Barella. Encore une fois, Barella, ça commence à faire aussi beaucoup de son côté, la non-qualification au mondial, la finale de Ligue des Champions récente, les performances à l'Euro 2024, la performance encore ce soir où il est totalement fantomatique, où il se passe rien de son côté, où un Tonali aussi qui, lui, il peut pas dire j'ai perdu la finale de Ligue des Champions, quand vous voyez encore le peu de personnalité dans ce match-là. Et c'est pour ça qu'on peut parler évidemment du réservoir de l'Italie. À chaque fois, on nous fait le coup. Oui, il n'y a plus de Pirlo, de Totti, de ces joueurs-là, bien entendu, de Del Piero, de Nesta, de qui vous voulez. Ok, très bien, ça, on l'a bien compris. Néanmoins, t'es en capacité de faire bien mieux que ça. Alors là, oui, il y avait encore des défections. Ça, pareil, dans la semaine, ça a été un drama à chaque fois qu'un joueur se blessait.
Là, vous regardez un petit peu la liste des absents, hein, soit qui ont été blessés lors de la semaine à Coverciano ou qui n'ont pas été appelés parce qu'un peu blessés. Mais si vous rajoutez à cette sélection des joueurs comme Calafiori, comme Buongiorno, comme Scalvini, c'est pareil. Il a plein de défauts et on l'a souvent évoqué avec Guillaume dans le podcast. Mais un Gianluca Mancini après la saison qu'il fait. Bon, est-ce que c'est vraiment utile de rappeler Rougani? J'en suis pas certain. Di Marco et Cambiaso qui étaient sur le banc, Locatelli qui a déclaré forfait, Zaccagni, Ken, Scamaca, Capolitano, Chiesa. Bon, il y a encore un peu de matériel quand même au niveau du réservoir, mais et puis surtout quand tu perds aussi largement contre la Norvège, tu peux pas parler de réservoir. Ce qui est vraiment compliqué, c'est montagne russe où t'as l'impression parfois que tu retrouves une Italie conquérante après l'Euro raté ou dans la phase de Ligue des Nations, tu fais des bons matchs. Hein. Les 40 premières minutes avant l'expulsion de Pellegrini contre la Belgique sont très bonnes. Le match au Parc des Princes contre la France est très bon. Le match retour en Belgique est très bon. Le match contre Israël sont très bons. Il y a que le raté contre la France à San Siro. Et derrière, tu éteins la lumière encore une fois et tu fais des prestations catastrophiques en mars, tu fais une prestation catastrophique là contre la Norvège. Et aujourd'hui, alors l'Italie vient de jouer seulement son premier match de la phase de qualification, on est à peu près certain que la qualification éventuelle au Mondial 2026 ne pourra se faire qu'à travers les barrages, où il y a 2 matchs. Et la dernière fois en barrage, ça s'est pas bien passé. Enfin, les 2 dernières fois, ça s'est pas bien passé en barrage. Donc, c'est trop compliqué. Pour revenir un instant sur les individualités, ce qui m'a marqué, c'est à quel point Rovella a explosé sur ce match-là. Et au niveau de Spalletti, je comprends pas comment il a pu faire le switch entre Ricci et Rovella à un moment donné dans la construction ces dernières semaines, ces derniers mois. De choisir Rovella plutôt que Ricci, j'ai du mal à comprendre. On sait que Rovella a besoin d'être entouré physiquement par des joueurs qui tiennent plus les positions, qui filtrent plus. Ce que lui n'est pas capable de filtrer. Et Ricci est parfait dans ce rôle-là. Et Rovella est passé totalement au travers. Les changements en cours de match, ils sont incompréhensibles aussi. Tu remplaces un Regista par un joueur de projection. Qui construit le jeu? C'est Barella qui doit construire le jeu, mais il sait pas le faire non plus. On l'a vu à l'Inter, qu'il était dans l'incapacité de le faire quand il avait été placé 6 au moment où Simone Inzaghi cherchait qui mettre à la place d'un Brozovic. On sait que Mkhitaryan avait été testé, Barella avait été testé, et c'est finalement Çalhanoğlu qui s'était imposé. Faire rentrer Orsolini aussi tard. Tu profites pas de la bonne vibe d'Orsolini sur la saison en Serie A où il a marqué beaucoup de buts et il a été extrêmement décisif avec Bologne. Ce schéma-là, est-ce qu'il doit être regardé quand tu peux avoir des joueurs de côté qui sont en forme, les Zaccagni, Orsolini, Politano qui est champion avec le Napoli, dans un rôle un peu hybride entre piston et parfois ailier selon les schémas de jeu utilisés, ou milieu de côté aussi selon les schémas de jeu utilisés par Antonio Conte. Berardi va retrouver la Serie A. Est-ce que ça peut devenir aussi lui un candidat à cette sélection? Est-ce que si tu te présentes aujourd'hui, peut-être que Chiesa va revenir en Italie et retrouver un club? Est-ce que si tu te retrouves avec des Chiesa, Zaccagni, Berardi, Politano et Orsolini, et peut-être mettre même un Wilfried Gnonto qui peut ressortir un peu du néant, est-ce que tu dois continuer avec un 3-5-2 en te privant d'ailier? On voit l'évolution du football, vous voyez les Doué, les Kvaratskhelia, les Yamal, les Rafinha, et on peut les citer dans tous les gros clubs, les Salah évidemment, Luis Diaz, même dans des proportions un peu moins grandes, mais les Madueke aussi, quand vous regardez un petit peu partout, les Vinicius évidemment, les Rodrigo, quand vous voyez ces joueurs-là, tous les joueurs de 1 contre 1 qui existent, et le jeu passe beaucoup par des collectifs très forts évidemment, mais des joueurs de 1 contre 1 pour faire la différence ensuite sur les côtés. Est-ce que vous pouvez vraiment vous priver de ce type de joueurs-là en sélection nationale? Je suis pas certain, l'évolution du foot va aussi vers ça. Ou alors il faut avoir des pistons très très forts, et le problème c'est que Zappacosta, c'est pas au niveau de la sélection. Après il y a des blessés, il fallait bien trouver quelqu'un. Et avec un Di Marco et un Cambias au top niveau, ce qu'ils n'ont pas été depuis, pour un de longs mois et pour l'autre quelques semaines, c'est tout de suite plus compliqué. Si ces 2 joueurs-là sont très en forme, ok, ils font tellement de différence que tu peux continuer à garder ce système de jeu-là. Mais il faudrait aussi travailler sur des alternatives et avoir un petit peu plus de polyvalence tactique pour répondre à
à des oppositions un petit peu différentes selon les pays affrontés dans certains matchs. Voilà, c'est une énorme claque que prend l'Italie. Je peux pas dire que j'ai été vraiment surpris parce que si vous êtes abonné à mon compte Instagram à 2 heures avant le match, j'avais évoqué les vibes de l'Euro 2024 que me rappelait cette semaine d'entraînement à Coverciano. Et ça a pas loupé. Mais ce qui est certain, c'est il peut se passer un troisième mondial sans la nationale, ce qui serait une catastrophe absolue. En même temps, nos chers dirigeants italiens, que ce soit à la Ligue, à la Fédération, au ministre des Sports, s'en contentent bien visiblement, puisque à chaque fois, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées qui doivent changer dans le football italien, mais rien ne change et on continue d'élire et de faire confiance aux mêmes personnes à la Fédération. Donc pourquoi se creuser les méninges? Mais c'est vrai qu'on manque d'idées, on manque d'intelligence, on manque de vision sur le développement du football, sur le suivi du football et malheureusement le football n'est pas entre de bonnes mains en Italie et l'immobilisme est en train de coûter très très cher au championnat italien et à la sélection. C'est absolument catastrophique. Quand vous voyez que vous avez le meilleur buteur de la sélection italienne qui a pas un bon ballon ce soir, et dès le début du match, ça a été des longs parpaings. Qu'est-ce qui a été travaillé à Coverciano toute la semaine? Là encore, c'est un peu étrange. Spalletti qui a passé toute la première mi-temps à hurler sur Rovella, mais c'est lui qui l'a choisi. C'est bien, il n'était pas content de son positionnement au milieu de terrain et du non-filtre qu'il exerçait devant la défense. Mais ça, on le sait. Lui-même, il le sait, il est technicien, il le sait même mieux que nous, il est plus intelligent que nous, il est plus expérimenté que nous, il a plus de connaissances sur le foot que nous. Mais c'est bien lui qui a choisi de le mettre titulaire en Norvège. Il y a aussi beaucoup d'incohérences chez Luciano Spalletti à certains moments. Bon, c'est absolument catastrophique ce qu'il y a eu sur ce match-là. Ça méritait bien un petit antipasto. Je sais pas si on y reviendra plus longuement avec Guillaume ou pas. On n'a pas encore discuté si on aura le temps de trouver ensemble un créneau pour l'enregistrer. Mais ouais, c'est vraiment un match horrible à suivre. Il faut faire attention parce que l'intérêt est un peu sur un fil en Italie pour la sélection nationale. Entre amour et désamour, il faut faire très attention à ne pas briser le lien de confiance qui s'était rétabli après l'Euro 2024. On a un peu l'impression que là encore, c'est des montagnes russes. Et ce genre de prestation-là ne va pas aider parce que tu peux perdre un match en Norvège, pourquoi pas, mais pas en étant dominé comme ça de la première à la 95e minute. En ayant, je vais reprendre les stats de ce match-là, mais je regardais à un moment donné en deuxième mi-temps et on était à 0,07 expected goals. Il termine à 0,21 expected goals, premier tir cadré à la 92e minute. Et la Norvège a au moins 2 grosses occasions de marquer des buts. L'Italie n'a aucune occasion de marquer sur ce match-là. La Norvège en a 5. C'est un peu compliqué et tu peux être battu tactiquement, mais il y a un minimum à apporter. C'est marrant parce que aujourd'hui a été nommé Gasperini à la Roma et dans sa première interview aux médias du club, le premier truc qu'il dit, c'est et c'est ce qu'avait dit d'ailleurs Ranieri quand il arrivait dans la situation difficile, on doit emmener les gens avec nous et ça passe non pas par le résultat qui est la fin du chemin. C'est déjà montrer une bonne attitude, déjà se battre sur tous les ballons, déjà montrer qu'on a un plan de jeu et que on a la volonté d'aller marquer et de faire mal à l'adversaire. Et je lis ça au moment de l'officialisation de Gasperini. Et quelques heures après, tu vois cette prestation-là de la Nazionale et tu te dis, bah, tes supporters, tes tifosos de la Nazionale, tu vois ça, tu te dis, mais on est où là? Mais avec tout le respect, si maintenant il faut jouer Gibraltar, l'Arménie et Malte pour se qualifier au mondial, ça va devenir un petit peu compliqué quand même du côté de l'Italie. Mais bon, on verra bien, mais c'est très très mal parti dans ces qualifications pour le prochain mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Un mondial en plus qui pourrait t'offrir, avec l'énorme diaspora aux États-Unis et au Canada, diaspora italienne présente dans ces 2 pays-là,
une espèce d'enthousiasme assez extraordinaire et exceptionnel, bah, ils vont peut-être réussir à nous décevoir encore plus que lors des 2 précédentes non-qualifications en 2018 et en 2022 pour la Nationale. Donc ouais, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, hein, à la fois sur Spotify, vous pouvez lâcher des coms, vous pouvez en mettre aussi sur Apple Podcast, n'oubliez pas de nous mettre les 5 étoiles d'ailleurs sur les 2 plateformes, mais ce que vous avez ressenti devant ce match-là, c'est vraiment triste de voir la Nationale aussi faible, aussi déconnectée de ce que doit être une performance de haut niveau, avec un objectif précis pour la sélection, de voir une sélection sans aucune réaction, avec très peu de qualité technique sur le match, avec très peu d'esprit collectif, puisqu'encore une fois, regardez le pressing désordonné et sans aucune coordination des joueurs ce soir, et des joueurs qui ne se parlaient même pas sur le terrain. C'est ça qui est aussi dramatique, c'est que quand l'Italie plonge, elle plonge sérieusement et t'as personne pour la relever. Et les joueurs se renferment sur eux-mêmes et il ne se passe plus rien. Quand tu éteins la lumière, c'est assez saisissant et c'est hallucinant comment tu peux passer de matchs ou d'une mi-temps à l'autre. L'Allemagne, par exemple, d'une mi-temps à l'autre, c'est le néant et ensuite des super réactions. C'est vraiment compliqué et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on évoque le physique. Du côté de la Norvège, il y a des joueurs qui ont aussi beaucoup joué cette saison, qui jouent dans des championnats qui sont encore plus exigeants que l'Italie au niveau intensité. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Allemagne et en Première Ligue, et là où l'intensité est reine, clairement, dans ces 2 pays-là, ça court beaucoup, des gros volumes de courses à haute intensité, avec des courses sans ballon et avec ballon, en accélération, décélération. Bon, on est très loin de ce niveau-là. La réalité aujourd'hui, c'est que l'Italie n'est pas au niveau, tout simplement. Merci d'avoir écouté ce petit long antipasto sur la défaite donc de l'Italie en Norvège 3-0 pour ses qualifications au prochain mondial. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et puis on se retrouve rapidement avec, on l'espère, de meilleures news du côté de la Nationale. Et puis on aura aussi pas mal de choses au niveau des entraîneurs en Italie, parce que ça a beaucoup bougé, la valse des entraîneurs dans le championnat. Merci à toutes et à tous et à très vite sur Calcio PP. Ciao ciao. The New Balance Furon V8, crafted for speed, tested and worn by Bukayo Saka. Experience engineered minimalism at its finest and fastest. We updated the Furon V8 for even faster performance on the pitch. Same ultra-lightweight, precision strike-focused design, now with even greater sense of speed. A new speed control stud supports control during sudden stops, sharp pivots, and moves used by the fastest players, like Saka himself. Step up your game in the new Furon V8. Learn more and get yours at newbalance.com/soccer.